Donc la première chose que j'ai appris sur vous, c'est que c'est en travaillant dans un magasin d'électronique et en écoutant la radio que vous avez décidé de devenir humoriste. C'est vrai ça? Ça veut dire que vous avez fait vos recherches. Tout à fait. Oui, parce que c'est vrai. Et ce déclic, il est venu comment alors? En fait, pendant que j'ouvrais les radios, parce que les gens, ils sont un peu casse-couilles quand ils viennent dans les magasins, ils veulent toucher à tous les boutons et tout. Je les allume pour eux, comme ça ils nous stressent pas. Et pendant que j'allumais la radio, il était quand même 7h le matin et j'entends « Hey, on reçoit aujourd'hui sur les ondes d'énergie la révélation, la découverte du festival Juste pour rire à Montréal. Christopher Williams, comment ça va? Raconte-nous. » Et il raconte sa vie, excuse-moi l'expression, de merde qu'il a eue. Où est-ce qu'on avait marre d'être géo dans les clubs med et de traîner de gauche à droite. Et de se dire enfin, je ne serai jamais heureux si je ne fais pas ce métier d'humoriste parce que ma vie, c'est ça, ma passion, c'est de faire le con. Et il racontait son parcours, puis j'étais en train de vivre ce qu'il vivait il y a 1 an, lui. Donc presque dépressif. Donc vous êtes retrouvé un peu dans son témoignage. Oui, écoute, c'était grave. Moi, j'habitais chez mes parents, j'avais pas assez d'argent pour habiter chez moi, pour habiter chez moi seul, j'avais des dettes. Et vous aviez quel âge? J'avais 27 ans, imagine-toi, j'étais un Tanguy. Et puis j'habitais chez moi, chez mes parents. La fille avec qui je sortais, Mélanie, qui était la caissière du magasin électronique, m'a plaqué pour le manager, le gérant du magasin. Ahmed. Dur, ça. Ouais, il m'a laissé. Et puis, j'étais vraiment malheureux. Et puis j'ai décidé de faire ce que ce mec a fait. J'ai fait un DVD de moi-même, des trucs amateurs que je faisais pour arrondir les fins de mois. Des fois, j'animais des mariages. Dans votre chambre comme un youtubeur? Non, comme les fins de semaine, j'allais souvent faire des mariages, des soirées privées. On m'engageait comme animateur, mais c'était vraiment de low calibre, là, c'était amateur. Et des fois, mon DJ avait une caméra avec lui, puis il me filmait. Et quand je faisais des imitations de Michael Jackson, des trucs comme ça, ben, il gardait ça en stock. Et puis, on avait fait un montage, et puis j'avais envoyé ça à toutes les productions de Montréal. Puis, il y en a une seule qui m'a rappelé, c'est le Festival Juste pour rire, le prestigieux Festival Juste pour rire à Montréal. Dans le temps, en 2005, tu faisais ça. Et c'est comme ça que tout a commencé? Oui, tu fais un passage là-bas. Et les gens kiffent, ben, le lendemain, t'as des gens qui courent après toi, des producteurs, des ci, des ça, et c'était vraiment cool. Et alors Air Transat, c'était avant? C'était avant. Quoi ça? Beaucoup Parce avant. que vous avez aussi travaillé dans une... C'était presque 10 ans avant. 19 ans, j'ai été recruté comme agent de bord. Donc dans les avions? Ouais. J'avais 19 ans, ils voulaient pas me prendre parce que je venais d'avoir 19. Ils trouvaient ça trop jeune et j'étais un peu immature parce que j'arrêtais pas de blaguer en formation. Mais ils se rendaient compte que, tu sais, c'est un processus de sélection pendant 1 mois de formation. Donc, on est 80, je sais pas, je dis un chiffre comme ça, on est 40. Mais à la fin, on est 10, 12, 13, parce qu'à chaque jour, il y a un examen. Et si tu coules l'examen, ben, tu rentres le lendemain, il y a une place de vide, comme si la personne mourait, tu sais. Et il y a des tests à la fin, des tests avec des vrais feux, des vrais ci, des vrais ça, des simulations d'atterrissage, amérissage. Et ils ont vu que, OK, le clown... ça fonctionnait bien. Ouais, il parle 3 langues, 2, il se débrouille bien, il est peut-être con, mais en situation d'urgence, je pense qu'on dit en québécois, il est raide. C'est-à-dire, il est efficace. Et c'était une bonne source d'inspiration? C'était mes premiers sketchs dans l'avion. Et quand je me suis pratiqué pour plus tard, mais j'avais mon propre public. Moi, lorsqu'on faisait ce qu'on appelle des turnarounds, ça veut dire tu vas à Cuba, tu reviens. C'est quand tu traverses l'océan que tu dois 24 heures, obligatoirement rester 24 heures dans l'endroit où tu vas. Mais pour un vol dans l'intérieur de 10 heures que tu fais, tu peux faire un aller-retour, comme une journée de travail. Et puis, des fois, on allait à Cuba et le temps que les passagers débarquent, le temps qu'ils font l'embarquement, qu'ils embarquent les gens, les valises, là, on avait une bonne heure dans l'avion, on foutait rien. Et moi, j'allais... C'était le terrain de jeu. Ben oui, j'amenais le pilote, le copilote, tous les agents de bord, je les assoyais dans la première classe. Et quelqu'un me présentait avec le PA, le truc de micro. Et le show must go on. Et voilà, c'était ça. C'était le premier public, en fait. Le premier public, ouais. Et un public de convaincus? Ben oui, mais par conflit d'intérêt, je crois. Ouais. Okay. Après, le vrai test, ça a été vraiment quand j'ai fait audition devant des gens que je connaissais pas, mais avec quand même 60 personnes de mes amis cachées dans le public. Quand mon père il a su que les auditions, tu sais, les auditions qu'ils m'ont appelé pour le festival Juste pour rire, quand mon père il a su que c'était devant public, il a dit « Tu s'occupes de les textes, je s'occupe de l'armée ». Et il a amené des gens... Toute la famille et les copains. Ouais, mais des copains un peu, c'est presque prison, là, tu sais, donc c'était gagné d'avance. Je dis, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, parce que quand un badori, il se plante comme un roi. Je suis dit, OK. Et est-ce qu'il s'est planté comme un roi ou est-ce qu'il a vaincu comme un roi? Oui, parce que mes amis, je les ai avertis. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, là, parce que ma soeur avait fait venir une banderole, une affiche qui se déroule. Si elle se déroule, c'est parce qu'elle est longue, tu comprends? Et c'était écrit, Go Rachid, go. On t'aime. J'ai dit, écoute, c'est pas un téléthon et c'est pas un match de foot, c'est une audition devant un public. T'es même pas supposé qu'on sache qu'il y a un lien entre toi et moi, tu comprends? Les gens ont amené leurs copines, leur mère, that's it. J'ai amené 60 personnes et elle s'était assise à un siège.
Elle a mis 7 personnes entre elle et son ami qui avait l'autre bout du bâton. Puis il voulait, tu comprends? Je dis, tu lèves ça, je te tue. Je tue les 8, je vous tue. Donc, Recharger, c'est votre nouveau spectacle. Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Pour vous? Ouais. Ben oui. Oui, parce que non seulement c'est un spectacle qui a fait ses preuves, qui a vendu, on ne parlera pas de vente de billets, ça fait un peu vantard, qui a été vu par, disons, presque 400 000 personnes au Québec, qui a été vu presque 50 000 personnes en France. Je suis venu en Belgique, mais pas avec ce spectacle. Ça va être la première fois et la dernière fois en même temps. Donc, non seulement il est rodé, mais en même temps, c'est mes dernières. Donc, il va y avoir ce sentiment de nostalgie assez rare. Normalement, on ne fait pas des spectacles pour être nostalgique. C'est vers la fin seulement qu'on les vit. Et c'est des beaux moments, les moments de spectacle nostalgiques. Donc, c'est ma première et ma dernière fois à Bruxelles et à Liège, les 7 et 8 mars prochains. Donc, je pense que ça en vaut la peine juste pour ça, parce que c'est vraiment la dernière fois. Après ma tournée européenne, je mets ce spectacle dans le tiroir après 6 ans. Vous appréhendez le public belge? C'est un public que vous connaissez ou pas? Ben, bien sûr. Oh, oui, et qu'est-ce qu'il a de particulier, le public belge? Il est chaud. Et j'écoute plus, moi, les bâtards qui me disent que tu vois, en Belgique, le jeudi, à telle heure, à tel endroit, c'est pas... Les gens, ils sont tellement insécures, ils mettent la faute sur le public. Et moi, comme un con, je les crois. Ah ouais? J'appelle mon attaché de presse, il faut pas aller le mardi, hein, entre 9h et 22h, et entre tel truc. Mais non, mais t'es malade, toi. C'est toi le maître de cérémonie. C'est un combat de chien, hein, quand t'arrives sur scène. C'est qui... Allez, fais nourrir. Est-ce que tu vas être capable de nous mettre dans un... C'est un beau challenge, oui. Mais oui, c'est une énergie que tu dégages, et c'est un combat d'énergie. Qui va gagner? Les portes se ferment. Mais si tu mets pas ton pied à terre, puis tu leur dis, les amis, je sais pas ce que vous faites dans la vie, je sais pas quel genre de boss and the boss que vous êtes, puis de queen, king, mais ici, c'est moi le boss, pendant 1h20, 1h30. Et dans Recharger, on parle du quotidien? On parle de tout. On parle de votre famille? On parle de ma femme, ma reine, on parle de ma mère, mon autre reine que j'ai perdue, on parle d'une irrigation du côlon. Moi, l'homme le plus pudique au monde, j'arrive même pas quasiment à me changer devant mes amis. Je parle de la fois où on m'a inséré un tube dans un endroit où normalement c'est route bloquée, faites demi-tour. Donc un peu un traumatisme? Ben, traumatisme parce que la madame m'insère le truc, on se connaît pas, et elle me dit, j'ai vu votre spectacle, c'était extraordinaire. J'ai fait, ne me parle pas. Je vous aime bien, merci pour ce que vous me faites, mais ne me parle pas, on se connaît pas. Et puis, il me fait des blagues et des vannes pourries, style, je vous remplis ça comme à la pompe d'essence. J'ai fait, oh, en plus, c'est des vannes, il y a des vannes. Alors, mais j'ai fait ça parce que je devais prendre soin de ma santé, et apparemment que c'est une façon très extrême, mais très bonne pour nettoyer ton côlon. Parce que le lavement ici, là-bas, on appelle ça une irrigation du côlon, avec cette dame que j'ai baptisée l'irrigueuse. Alors, j'en parle dans le spectacle. Évidemment, il y a des personnages qui étaient inévitables de faire revenir, comme le papa. C'est facile de parler de sa famille, de faire l'humour avec sa famille? Trop facile, ouais. Faut même que j'arrête un peu parce que la réflexion n'y est pas aussi forte que parler d'un sujet peut-être... Est-ce que parfois c'est pas un opportunisme d'humoriste? J'avais pas fini de parler, merde. Ok. Pardon, on va reprendre. C'est une blague, c'est une vraie blague. Je voulais voir qu'est-ce que j'allais dire comme réaction. Vous avez bien réagi. Une belle réaction. Vous êtes resté calme. Ça va. C'est bien. Allez-y, pardon. Et est-ce que c'est pas parfois J'avais un peu pas fini de... Ah oui, d'accord, complètement. Donc on va passer sur autre chose. Donc on va plutôt passer sur la promo du spectacle. Allons-y, pardon. J'aimerais que vous me dites vous quand vous me parlez. Ah, c'est pas vrai. J'ai dit vous. Hein. Ouais. Pourquoi on dit vous? Est-ce que c'est nous qui est impoli, les Québécois? Votre opinion personnelle là-dessus. Est-ce que c'est nous qui est impoli de toujours vouloir se faire dire tu? C'est une marque de respect. C'est une marque de respect ou c'est pas un peu trop... en disant vous aussi. Ah oui? Ouais, je pense. Vous, je vais dire vous. Je vais essayer de mettre de la chaleur dans mon vous. Non, c'est pas ça, mais vous serez pas à l'aise d'interviewer un artiste à ma place et de dire tu, c'est ça? Ah si, on peut dire tu. Ah d'accord, donc vous êtes à l'aise. Eh ben complètement. Donc tu es à l'aise. Donc tout à fait. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut tout à fait se tutoyer. On va se tutoyer. Avec grand plaisir. Allez, on recommence du début. Je m'excuse, vas-y. Non, je voulais te demander si c'est facile. Comment la famille le prend quand on fait de l'humour sur la famille Au début, c'est trop premier degré. C'était trop premier degré. C'est comme, mais attends, mais il se fout de notre gueule, ou quoi? Et ma mère, que Dieu ait son âme, n'arrivait pas à comprendre l'humour. C'est-à-dire, elle croyait qu'on n'avait pas besoin de mentir ou d'exagérer en humour. Il fallait juste raconter des choses extrêmement vraies à la lettre près. Alors, des fois, on pouvait être à table et j'essayais de faire, parce qu'elles adoraient ma mère adorait quand je faisais rire les invités, et je faisais mon sketch, et elle me disait, oui, mais ça, c'est pas comme ça que c'est, j'étais là, c'est pas comme ça que c'est. Et je dis, maman, c'est une blague. Ouais. Dans une blague, il y a du harissa, il y a
il y a de l'exagération, s'il te plaît. Mais elle n'arrivait pas. Et elle comprenait pas pourquoi mon père riait aux mêmes blagues, parce qu'ils sont venus me voir au moins 200 fois. Tu sais, quand ils m'ont remis la plaque de nombre de billets vendus, ça s'appelle la DISC, c'est un organisme qui compte le nombre de billets que tu vends, et puis tu as une plaque en or, tout dépendant de ce que tu as donné. Pas en or, mais c'est or, bronze, blablabla, tout dépendant du nombre de billets. Et elle était en or? Ils lui ont donné une plaque en or avec mes parents, puis c'était pour le nombre de spectacles vus. Oui. Tellement que c'était les plus grands fans de Badouri. Et mon père, des fois, il rit pour la 50e, 60e fois. Et t'as ma mère qui fait, pourquoi tu l'as entendu? Déjà, tu l'as connu. Mais ils ont des conversations comme ça dans le spectacle. C'est pour ça que j'ai commencé à les reculer. Parce que je les entends parler pendant le spectacle. Alors, je les ai mis plus vers la rangée 10, comme ça, ils font leur... mon père, dans un spectacle, il aime beaucoup parler aux gens qu'il connaît pas. Si vous avez trouvé ça drôle, pourquoi... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme il pense que c'est un centre où il peut aller parler avec tout le monde. C'est très, très drôle. Et j'ai une petite question 100% belge. Tu t'inspires beaucoup des lieux où tu vas? Oui. Tu t'imprègnes des lieux, voilà. Et qu'est-ce que tu ferais si tu devais faire un sketch 100% belge? J'appellerais mes amis, j'appellerais Guillaume Guise, et j'appellerais Visorek, puis je leur dirais, j'appellerais aussi Virginie Hoc, et je leur dirais, et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de parler de trucs qui se passent en Belgique. Parlez-moi. J'irai moi-même voir l'actu, voir qu'est-ce qui se passe. Et avec Google, aujourd'hui, on peut trouver plusieurs choses. Mais je le fais, ça. Je le fais à chaque fois. Je trouve que c'est une marque de respect envers les gens qui viennent te voir dans un autre pays. C'est tellement un beau cadeau que tu peux leur donner. C'est quand tu vois des chanteurs qui viennent et puis qu'ils apprennent la langue, puis qu'ils disent juste 2-3 mots dans la langue des Américains quand ils viennent à Montréal, puis ils font « Bonjour Montréal ». Les gens, ils viennent fous, « Je vous aime ». Beaucoup, ouais. Bono, il vient, il dit des phrases en français, pourtant il parle pas français. Donc l'invitation est lancée alors. Ah où? À qui? À tous vos. Ah bah oui, là il y a lui qui est là, il va m'aider, c'est sûr. Tu vas m'aider à écrire un sketch complètement belge. Avec plaisir. Voilà. On va faire un truc ensemble et puis il est fort. Vous avez déjà vu ce mec en spectacle? Ah ouais? Non, jamais vu en spectacle. Moi t'as dit oui, après t'as dit non. En vidéo, mais parce que je l'ai vu. Ah, en vidéo. Oui, c'est l'impression d'avoir vu. Ça passe. Et toi, madame caméraman, est-ce que... Non? Zéro? Est-ce que vous avez vu... Et là, c'est planté. Je voulais finir sur une super blague en te demandant comment va Ramzi, mais... ouais, non. Bah ouais, mais elle est drôle, par contre, je l'ai fait dans le spectacle. Il y a une blague où il y a une madame qui me demande de signer une photo, et j'ai signé Eric Judor. Je te remercie, au revoir. Mais c'est vrai, elle est bonne. Mais ouais, il faut aller voir monsieur en spectacle. Non, il est très fort. C'est double promo. Merci Rachid Badouri. C'est moi qui vous remercie. C'est des blagues, hein, tout à l'heure, j'espère que vous n'avez pas pris ça. Pas du tout. Parfait. Absolument pas. Avec les lettres un peu. Voilà, le B et le Big Mac. Voilà. C'est parfait. C'est bien. Merci à vous.